Normalement, vous Parfait. devriez tous, voilà, voir apparaître. Parfait. Parfait. Bonjour à tous. Donc, ravi de pouvoir vous présenter les résultats de la mission qu'on a menée sur le thème de l'ergonomie et de la prévention des risques. Pour appuyer le discours, j'ai préparé un support assez synthétique. Je vais me permettre de partager mon écran. Vous me direz si vous l'observez, s'il est bien visible sur vos propres écrans. Vous Oui, pouvez le visualiser? oui, on est bon. Donc un petit rappel sur le contexte de l'opération. Donc je ne reviens pas sur Scale-OPIEC que vous connaissez évidemment en tant qu'observatoire avec des missions régalienne d'observation des phénomènes à l'œuvre pour essayer de travailler derrière sur des plans d'action pour anticiper les évolutions qu'on en connaît dans nos activités, notamment sur les entreprises de la branche. Nous sommes dans un contexte qui bouge beaucoup pour beaucoup de secteurs d'activité, mais en l'occurrence, lorsqu'on parle d'ergonomie et de prévention des risques, on est vraiment sur des thématiques qui sont au cœur des évolutions de la société. On ressent, on observe une véritable aversion au risque, ne serait-ce que par la montée notamment des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, transition écologique, et puis l'être humain a besoin d'être sécurisé dans différents domaines, et d'où le travail que ça peut occasionner au niveau des ergonomes et de la prévention des risques. S'ajoute à ça des réglementations qui sont pressantes sur le sujet, j'y reviendrai, ça fait partie également des dynamiques que peut observer le secteur. Et enfin, la partie QVT RSE, tout le monde en parle, tout le monde essaye d'agir. Évidemment, ça résonne sur les activités de l'ergonomie et de la prévention des risques. On est sur des métiers spécifiques que l'on pourrait mettre sous un vocable assez large d'activité de conseil, et ça sous-tend naturellement des méthodes assez classiques, des méthodes adaptées, et puis des sujets de compétences sur lesquels nous pourrons revenir, qui sont propres finalement à l'activité de conseil. L'intérêt dans un environnement qui bouge beaucoup, c'était donc d'observer les phénomènes à l'œuvre, et on a cherché à bien les comprendre au travers de différents outils. J'y reviendrai un tout petit peu sur déjà l'expression des besoins clients, qu'attendent dorénavant les organisations au sens large, qu'elles soient publiques ou privées, lorsqu'elles décident de faire appel à des préventeurs des risques ou de l'ergonomie. Que pensent les professionnels du secteur? Qu'est-ce qu'ils ressentent? Qu'est-ce qu'ils observent? Comment est-ce qu'ils anticipent déjà ces évolutions? Et puis, l'objectif étant derrière, bien sûr, de travailler sur le volet formation, pas que. Et on voit bien c'est un levier qui peut être utilisé pour appuyer la montée en compétences. Quelques chiffres que vous avez ici sur lesquels je ne reviendrai pas, mais ça permet quand même de calibrer un peu l'envergure du sujet. On a à peu près 2500 ergonomes en France. Vous verrez que c'est quand même pas si simple que ça à chiffrer parce que peut se targuer d'être ergonome, parfois des personnes qui n'ont peut-être pas toujours les compétences, d'où l'intérêt d'avoir des diplômes bien arrêtés sur le sujet. Donc la liste est sans doute plus large que les 250 qui sont référencés dans le cadre d'un collectif dont vous avez le nom à l'écran, qui est le collectif ORM, qui rassemble 8 à 10 associations en France qui travaillent et œuvrent pour la reconnaissance de la profession et la montée en performance de l'ensemble de leurs membres. Vous avez à côté de ça le nombre de diplômés annuels que l'on voit dans ces formations initiales. Donc ça montre que entre la formation initiale et la réalité d'exercice du métier, il y a un peu de déperdition. Tout le monde ne finit pas ergonome indépendamment de sa formation initiale. Du côté de la prévention des risques, c'est un peu plus normé. C'est un marché beaucoup plus régulé, j'y reviendrai. Et on dénombre 3500 préventeurs des risques. Le dénombrement est généré par un système de référencement au sein des DRITS. Les DRITS ayant un rôle de prescription potentiellement sur des diagnostics de prévention des risques, voire intervention, avec l'intérêt en amont d'avoir référencé des professionnels qui sont diplômés, qui ont des compétences et qui peuvent ainsi, sur lesquels la DRITS apporte une forme de garantie vis-à-vis des organisations qui peuvent les solliciter. Donc on a conduit une opération en 3 temps assez classique. Je reviendrai juste sur la consultation qu'on a pu faire, une phase de cadrage, une phase de consultation assez large avec une trentaine d'entretiens auprès d'entreprises de la branche, aussi bien préventeurs des risques ergonomes. Les entretiens clients pour prendre la température sur ce que sera demain l'attente, et puis une enquête en ligne. Alors c'est toujours difficile de dire si l'enquête en ligne a été très satisfaisante dans son audit, dans sa complétude, entre guillemets, ou dans le nombre de personnes qui ont pu réagir. Ça me semble assez correct puisqu'on a eu plus de 250 répondants, ce qui permet d'avoir quelques certitudes sur les phénomènes qui sont observés, les attentes et les préconisations qui viennent de la base. Ensuite, on a enchaîné avec des entretiens complémentaires, notamment auprès d'acteurs de la formation, et puis des ateliers de travail qui ont permis d'avancer sur des préconisations et de faciliter les constats.
Il est là-bas, il est là-bas. Il est dans la salle à manger. Pardonnez-moi. Je vais venir un peu plus en détail sur la suite du sujet. Précisons quand même deux, trois points sur les définitions, puisqu'on est quand même sur des métiers extrêmement précis, même si la définition ne fait pas toujours totalement officielle, hein. Dans l'ergonomie, vous en avez une qui est affichée à l'écran. Ce qu'il faut retenir finalement, c'est la cohabitation de deux grands sujets. Le bien-être des salariés, qui est une des causes d'intervention, et aussi la performance globale des systèmes. Avec parfois la difficulté, c'est tout l'art, entre guillemets, de l'ergonome, de trouver le juste arbitrage entre cette performance globale des processus et puis la nécessité de faire ça dans un contexte de QVCT auprès des salariés. Les principaux objectifs, vous les avez assignés, déjà comprendre l'activité, essayer d'anticiper les conséquences négatives de cette activité sur le fonctionnement en quelque sorte de l'être humain, que ce soit un fonctionnement physique ou psychique, et puis de prodiguer des recommandations auprès de l'organisation ou de l'entreprise qui a commandité la mission. Ce qui est important de souligner, c'est que ce sont des activités souvent sollicitées pour l'adaptation au maintien au poste, dans le cadre d'emploi de travailleurs qui parfois se trouvent face à de nouvelles difficultés, potentiellement de handicap. Et c'est une des circonstances ou un des contextes dans lesquels interviennent fréquemment les ergonomes. Vous avez une séquence type sur la droite, et c'est là où on retrouve finalement des processus assez proches des activités classiques de conseil. La prévention des risques, on est sur un domaine un petit peu différent, alors, qui est déjà beaucoup plus régulé, hein. La prévention des risques, c'est obligatoire, ne serait-ce que parce que toute organisation doit construire son DUE, le document unique d'évaluation des risques. Et c'est dans les principes généraux du Code du travail d'avoir cette action proactive, 1 pour comprendre, 2 pour éviter les risques, et 3 pour en minimiser les conséquences, en tout cas les impacts, avec l'objectif étant bien sûr que l'individu qui travaille au travail soit dans une situation non seulement confortable, mais sans risque. C'est la moindre des choses. Donc on voit bien les différentes formes de prévention, entre la prévention primaire qui permet d'anticiper des difficultés qui pourraient survenir ou des risques se matérialiser, et puis le fait derrière d'agir une fois que les risques malheureusement se sont matérialisés, pour ne pas qu'ils se renouvellent d'une part, et en tout cas en minimiser les risques. Retenez principalement le côté quand même bien piloté par l'État, par l'institution publique au sens large, avec à la fois des articles du Code du travail, et puis une capacité de prescription dans le cadre des organisations de santé au travail, nous le verrons, qui permettent d'inviter les organisations à travailler sur le sujet. L'environnement bouge, essayons de rappeler peut-être les principaux phénomènes qui sont les plus impactants sur les activités d'ergonome ou de prévention des risques. Les politiques de prévention, à l'évidence, se montrent plus pressantes. Les modèles de prescription aussi. Alors pourquoi les modèles de prescription changent? C'est que certes, sur la partie prévention des risques, l'État est à la manette en quelque sorte, mais sur l'ergonomie, c'est un sujet qui concerne non plus comme par le passé une direction technique qui avait une sensibilité humaine très marquée, mais finalement l'intégralité des organigrammes avec une logique de RSE, de marque employeur, de bien-être au travail qui est maintenant qui irrigue l'ensemble des fonctions. Donc c'est plus uniquement la direction des opérations qui peut être à l'initiative, ça peut être d'autres branches, d'autres fonctions de l'entreprise qui vont solliciter ces prestations. Les mutations sociales que nous connaissons vont évidemment avoir une résonance sur les activités, hein, plus de numérique, plus de sédentarité, plus de préoccupations autour de l'environnemental, dans le cadre de la transition écologique. C'était des sujets qui étaient appréhendés de manière peut-être un peu lointaine par le passé par les ergonomes et la prévention des risques. Je parle notamment pour les ergonomes. Demain, dans la configuration de nouveaux processus, dans les activités au travail, il y a une multitude de facteurs à prendre en considération, la performance absolue, l'environnement, le bien-être au travail, ce qui rend évidemment la fonction à la fois plus riche, mais aussi plus complexe. On va y venir pour les ergonomes qui interviennent au profit des organisations. Donc c'est une complexité croissante, ce que vous retrouvez sur la partie droite avec une surabondance d'outils numériques, on y reviendra, qui vont pouvoir d'une part faciliter le travail de l'ergonome ou de la prévention des risques, sur l'observation et l'interprétation des phénomènes, mais qui va devoir lui aussi utiliser dans son quotidien pour animer les réunions de travail, pour en tirer la quintessence de ces observations, et potentiellement, j'y viendrai sur des outils de mesure. Voilà les grands phénomènes qu'on peut par ailleurs synthétiser sur 2-3 grands points. Je fais un peu de redite, pardonnez-moi. La révolution numérique est un facteur majeur. Les tendances sociétales, j'en ai parlé.
Et puis, dorénavant, on est dans une logique de compréhension, de travail sur les processus et sur les organisations et activités avec une vraie volonté de long terme, de vision, de pérennité finalement de ce qu'on va mettre en place. Voilà ce que je voulais évoquer sur les tendances avant qu'on descende un peu plus finement sur sur la partie métier et compétences. Première question, est-ce que fondamentalement les métiers vont évoluer? Alors, au sens pur du terme, c'est-à-dire sur l'intitulé des métiers, pas véritablement. Au sein d'un cabinet conseil, vous aurez les mêmes intitulés, avec peut-être des fonctions support pour les cabinets les plus établis, et puis bien sûr des consultants ou des ergonomes ou des préventeurs de risques plus ou moins qualifiés, avec une expérience qui se traduira dans l'intitulé de leur mission ou dans leur carte de visite, mais globalement l'organigramme ne va pas changer. Ce qui va changer peut-être dans l'organigramme, c'est le fait d'aller chercher peut-être des spécialités, des compétences nouvelles pour les cabinets les plus structurés, avec cette ouverture sur de nouveaux champs lorsqu'on va traiter d'ergonomie et de prévention des risques. Donc peut-être que l'organigramme ne change pas, mais je vais peut-être aller chercher des spécialistes dans des domaines très particuliers, si ça correspond à la stratégie de mon entreprise d'aller occuper des champs que je n'occupais pas aujourd'hui en termes d'ergonomie et de prévention des risques. Et puis évidemment, quand on l'exerce à titre individuel, on est tout seul et on reste tout seul, indépendamment des phénomènes à l'œuvre. Tout seul, pas tout à fait. On voit que ça bouge un peu au niveau des compétences, je vais y revenir dans quelques instants. On a cartographié l'ensemble des compétences avec une vraie validation de la part à la fois dans le cadre des entretiens individuels et puis également au travers des ateliers, des compétences cœur de métier. Et là, assez naturellement, dans les compétences de cœur de métier, vous allez retrouver des compétences qu'on a déjà observées dans des missions qu'on a faites sur des activités de conseil ou d'ingénierie. Donc ce sont de la manière qu'on a assez processé en tant que consultant, avec pour employer un terme très générique, puis également d'organiser non seulement son activité, sa mission et les différents interfaçages qu'on va avoir avec le client, voire maintenant avec le groupe projet au sein du client. C'est une des nouveautés. Les compétences dans la maîtrise sont essentielles. Je ne vais pas y revenir une à une, mais disons qu'on y retrouve 4 grandes catégories. Des compétences purement techniques, liées à nouveau à des domaines de spécialisation à l'intérieur de l'ergonomie ou de la prévention des risques. Un sujet fort autour de l'innovation. Le monde change, on est dans la rupture, les processus au sein des entreprises sont complètement renouvelés. Il faut faire du benchmarking, je dois être en capacité de m'imprégner de ces innovations, voire même, moi, de les impulser, peut-être encore davantage qu'on ne le faisait par le passé. Le côté multidimensionnel que vous retrouvez, il faut que je gère la performance, il faut que je gère l'être humain, il faut que je gère l'environnement, il faut que mes recommandations aussi soient davantage dans une logique de transformation et de mise en mouvement de l'organisation. C'est plus compliqué, c'est plus enrichissant, mais évidemment, ça demande des compétences un peu autres, en tout cas une logique peut-être d'ouverture et de gestion de projet qui est encore plus large qu'elle ne l'était par le passé. Enfin, vous avez des nouvelles compétences qui sont essentiellement des compétences techniques liées, on va dire, au phénomène très large de digitalisation de la société. Il y a plus de data, il faut que je puisse, pardonnez-moi, il y a plus de données. Donc, d'une part, ça m'aide parce que j'ai davantage d'informations en amont avant de lancer ou de faire mes recommandations, mais comment les traiter? Donc, il y a la notion de traitement de données qui est assez intéressante. Et puis apparaissent des outils de mesure, grâce à la technologie, qui permettent de mieux comprendre, d'interpréter l'interaction entre l'homme et son activité ou l'homme et la machine. On nous a souvent parlé, par exemple, d'eye tracking, qui est un système qui permet d'observer réellement comment le cerveau d'une part, mais l'œil en particulier, va aller se positionner sur différents champs visuels, ce qui n'est pas neutre, notamment sur les recommandations que je vais pouvoir prodiguer en termes d'économie. Donc c'est une activité comme une autre qui est largement frappée par la digitalisation. Comment les gens se forment? De manière assez classique. À nouveau, c'est assez proche des observations qu'on a pu faire dans des métiers de conseil. Beaucoup de partage d'expérience. Ça, on va dire que c'est une spécificité du métier d'ergonome et de la prévention des risques, avec des associations qui aiment bien organiser des événements, se rencontrer, et dans le cadre de ces rencontres, mettre en place également des moments de dialogue avec les acteurs de la recherche, puisque, en particulier d'ailleurs pour l'ergonomie, on est dans un domaine où ça bouge beaucoup. Il y a une production de recherche, de travaux qui enrichit, ou qui normalement doit se diffuser et déployer petit à petit dans les activités opérationnelles des ergonomes.
Les consultants, c'est aussi des acteurs qui font de la formation. Et puis enfin, la formation est aussi opérée par des acteurs, soit des tiers, soit des opérateurs classiques de la formation, mais aussi des cabinets, voire des institutions publiques qui se positionnent sur le volet formation. Formation en quoi? Sur les risques psychosociaux. C'est un sujet qui remonte assez fréquemment, ou en tout cas qui prend de l'ampleur ces dernières années avec les phénomènes de sédentarité ou de télétravail, hein. C'est un des sujets d'ailleurs qui occasionne des questionnements autour de l'ergonomie ou de la prévention des risques. Sur de la gestion et le management de projet, je ne l'ai pas souligné tout à l'heure, mais on travaille plus tout seul. Enfin, on travaille plus tout seul, on travaille jamais tout seul. Mais les ergonomes ou les préventeurs de risques souvent s'associent, alors soit les uns avec les autres, préventeurs avec ergonomes, soit avec des spécialistes dans un domaine particulier pour justement couvrir toute la palette des sujets qu'ils vont devoir traiter, auxquels ils vont être confrontés dans le cadre de la mission de conseil qu'ils réalisent. Donc là, vous avez au-delà de la notion de gestion de projet complexe, vous avez quelques thématiques: utilisabilité, interface homme-machine, des logiciels métiers particuliers, et évidemment, je ne pouvais pas vous lâcher aujourd'hui sans vous parler d'intelligence artificielle. Comme tout le monde, ça va quelque peu interagir avec la façon qu'on a aujourd'hui d'exercer notre métier. N'oublions pas enfin la partie QVCT RSE, sur lequel des couches supplémentaires, et c'est pas uniquement des couches, hein, pour certains, c'est une vraie formation qu'il faut envisager pour comment demain mieux s'aligner par rapport au contexte pressant, à la transition écologique qui frappe à notre porte. Je vois que le temps passe assez vite, donc je vais accélérer. Là, vous avez un SWOT qui est un outil assez classique qui permet quand même de bien visualiser les sujets avant de passer dans des phases de recommandation. J'observe simplement s'il y a des éléments que je ne vous ai pas évoqués. Du coup, j'insisterai peut-être sur l'esprit de corps et la fierté qu'il y a autour des métiers. Les 9 associations que je vous évoquais par rapport à la taille globale de l'échantillon d'acteurs montrent bien en tout cas la volonté d'agir, la volonté de se prendre en main et de promouvoir et de faire bouger le métier. Et puis l'existence de marques déposées, on est plutôt dans le registre de l'ergonome que de la prévention des risques. Et ces marques déposées sont peut-être pas suffisamment connues. Alors ça vaut pas diplôme national, hein, mais c'est des sujets sur lesquels collectivement on s'est dit que ce serait intéressant de mieux les mettre en valeur. Certes, ce sont des marques qui sont déposées par des organismes privés, mais ça reflète bien quand même un niveau quand même de crédibilité et donc de réassurance pour les clients qui peuvent solliciter à la fois les individus ou les structures qui disposent de ces marques. Dans les faiblesses, la pléthore des formations de niveau hétérogène, et puis le fait qu'il n'y ait pas de borne absolue, notamment sur la notion d'ergonomie. On peut insérer des modèles d'ergonomie un peu partout dans des formations très diverses, et inévitablement, ça nuit à la visibilité de la profession et la difficulté à trouver des vraies formations crédibles, légitimes, et sur lesquelles on pourra obtenir potentiellement des certifications. Voilà sur quelques points. Alors, je reviens peut-être sur une menace. Je vous disais que les tendances globales, qu'elles soient sociétales, politiques ou légales, plaident pour un renforcement de l'activité des ergonomes et des préventeurs de risques. Soulignons néanmoins que ce sont des marchés qui restent encore fortement régulés, je pense notamment pour les préventeurs, avec un système de subvention publique. Et donc, personne ne connaît aujourd'hui quel sera le pouvoir-faire financier de la force publique, la volonté d'agir sur ces différents domaines. Donc là, il y a toujours une incertitude latente sur comment demain, finalement, l'État, qui a une forme de main mise sur la profession, va favorablement ou un peu moins favorablement développer les activités. Dans ce contexte, collectivement, on a été amené à proposer un plan d'action autour de 3 grands enjeux. La visibilité. Alors, je ne sais pas si je vous ai éclairé aujourd'hui sur ce qu'était la prévention des risques et l'ergonomie, mais ça reste des métiers qui sont, quand on n'est pas complètement au cœur du sujet, assez difficiles à appréhender. Prenez par exemple l'ergonomie. L'ergonomie peut être faite par un cabinet conseil en performance industrielle, peut être fait pour quelqu'un qui se baptise ergonome, ou peut être fait pour un vrai ergonome. Et comment je sais, moi, quand je suis client, ce qu'est réellement l'ergonomie, comment elle est définie, quelles en sont les qualités, les compétences et les certitudes que je peux avoir. Présenter des cas d'usage, ça permettrait d'être plus explicite sur ce qu'est la diversité de l'ergonomie notamment. Alors, je parle beaucoup d'ergonomie, mais c'est valable pour la prévention des risques. Faire comprendre aux clients que c'est tel type de prestation, voilà dans quel contexte, conditions, à quoi ça sert,
et quels sont les bénéfices que je peux en tirer. La mise en avant des certifications, des titres que j'ai pu évoquer, et puis bien montrer la complémentarité et différence des professions entre la partie ergonome et la partie prévention des risques. Un enjeu de partage d'expérience, de montée en compétences sur la formation, des nouveaux modules de formation de continu à imaginer, ou, s'ils existent, davantage mettre en avant, parce que c'est un sujet que j'ai pour l'instant occulté dans les premières minutes, mais rappelons qu'on est face à des entreprises de petite taille, et dans les entreprises de petite taille, volonté certes il y a de faire de la formation, la phase déploiement, la phase mise en œuvre est un petit peu plus délicate. Donc l'idée, c'est bien de promouvoir notamment les dispositifs qui permettent de simplifier et d'économiser en matière de formation. Voilà les grands sujets qu'on imaginait. Un dernier, deux, trois sujets qui est bien de faire la connexion, comme toujours, entre la formation initiale et puis les évolutions fréquentes qu'on a de matière de méthode ou de compétences. Et enfin, puisque on travaille pour le compte à la fois d'OPIEC, mais en tout cas aussi d'Opco Atlas, bien revenir sur le champ de l'alternance, qui est une des possibilités, qui n'est pas suffisamment peut-être, ou pas toujours, qui n'est pas toujours en tête des entrepreneurs lorsqu'ils veulent, comment dirais-je, gonfler provisoirement les effectifs ou anticiper sur les futurs recrutements. J'ai été un tout petit peu long, pardonnez-moi, mais voilà les points que je pouvais vous évoquer vraiment sur une synthèse de l'étude. Merci beaucoup, Gilles. Oui, c'est vrai qu'on a un peu grignoté, mais bon. Au moins, merci pour cette présentation assez éclairante sur le sujet, hein. Alors, questions sont ouvertes, les questions sont ouvertes, donc n'hésitez pas à poser des questions directement. Moi, j'ai juste une petite question, Ludovic. C'est PREFP sur le Rhône et je suis également au niveau de la CPPNI. Ce qui serait peut-être intéressant, c'est de voir comment on peut déployer les outils qui nous sont mis en place et les services, les offres de services que peuvent proposer les ergonomes dans les entreprises, tu disais, de petite taille, Gilles, mais ce serait peut-être intéressant aussi des grosses entreprises où on se trouve en difficulté, nous, les salariés, face à certaines organisations qui sont des fois un peu rigides et pour lesquels les salariés se font un peu écraser. Donc, on a besoin d'avoir un peu de visibilité, de pouvoir faire des analyses pour dire qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui permettrait de faire évoluer l'organisation du travail et vers quoi il faudrait aller pour décoincer des situations. Donc ça serait intéressant qu'on puisse utiliser ces outils-là, mais effectivement, c'est pas simplement un problème de visibilité, je pense que c'est aussi un problème d'accessibilité de toute la profession des ergonomes auprès des entreprises et des représentants du personnel. Oui, je pense vous avez raison, il y a deux leviers en fait. Le premier, il va être radical, il va être massif, c'est les attentes des salariés de toute façon. Certes, il y a des sociétés qui oppriment, mais l'oppression n'est plus d'actualité. Si vous opprimez, vous n'avez plus personne. Donc, la rigidité qu'il y avait sur le marché du travail, elle est largement ouverte. Donc, ceux qui sont encore dans un mode passéiste, entreprise à Zola, je pense qu'ils n'ont pas une grande pérennité à imaginer. Néanmoins, il faut quand même œuvrer pour que les pratiques évoluent. Je pense que le deuxième point que vous avez présenté des cas d'usage permettrait de finir de convaincre des directions qui seraient encore un peu attentistes ou qui aimeraient y voir plus clair sur ce que c'est l'ergonomie. Parce que le terme est employé à tout bout de champ. Vous avez, comme je le disais, des cabinets de performance opérationnelle qui vont faire de l'ergonomie. Finalement, on ne sait pas très bien ce qu'on met derrière. Donc, il y a plein de cas d'usage qui sont extrêmement intéressants. Donc, on peut, en les communiquant davantage, peut-être que certaines entreprises pourraient se faire de la transposition en disant: ah oui, ok, j'ai une forme de pression qui vient de mes salariés, mais en plus de ça, c'est de mon intérêt propre d'entreprise de faire appel à ces prestations. Merci. D'autres questions? Moi, éventuellement, je ne veux pas monopoliser la parole, mais
On est en train de travailler aussi au niveau de la branche sur la classification. Comment les ergonomes peuvent aider la branche sur une nouvelle refonte de la classification. À quel titre on pourrait faire intervenir les ergonomes de manière générique et générale sans cibler tel ou tel cabinet, quoi. Alors, pour le coup, c'est une question qu'on ne s'est pas posée, qui mérite en effet d'être évoquée. Une classification, c'est un degré de responsabilité, c'est des champs de compétences, c'est une forme de pression. Un ergonome qui pourrait avoir une approche ou un angle de réflexion différent, ça peut être intéressant, en effet. Alors, pour vous, lequel choisir, là, je botte en touche, hein. Après, pour le moment, c'est une question. On n'en est encore pas à répondre à ça, mais on est sur des réflexions au niveau de la branche pour se faire appuyer de cabinets externes. Donc, je pense que les ergonomes ont toute leur place dans ce travail. C'est pour ça que je soulève la question de cette manière-là. Je ne veux surtout pas interférer dans vos processus marché public futurs, mais Ça marche. la classification, c'est quand même un sujet extrêmement complexe. Ce qu'il faudrait veiller, c'est que au sein du groupement qui répondra, et ça ne fera pas le mien, il n'y a pas ambiguïté là-dessus, qu'il y ait bien des ergonomes. Ça peut être une manière, en effet, de dire que vous appréhendez le sujet dans toute sa globalité, 360, et que vous aimeriez avoir la vision d'un ergonome avec son propre ADN. Ouais. Bon, une dernière question, parce que je vois le temps passer. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on libère Bon, Gilles. grâce à la digestion du midi, j'ai pas trop débordé finalement. Ça marche. Merci beaucoup, Gilles. Merci beaucoup, Gilles. Merci à vous, bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Très bien. Alors, donc, sans tarder, je vais demander au deuxième cabinet de se connecter. Parce que je vais juste lui envoyer un SMS. Et alors, pendant ce temps-là, je rappelle du coup que là, c'est notre 3e rendez-vous donc de webinaire. C'est un rendez-vous mensuel et que le prochain, je vous le dis tout de suite, aura lieu le 19 juin et qu'il considérera donc 2 études, les métiers transverses et le référentiel métier. Voilà, vous savez déjà tout ce qui va se passer le mois prochain. Merci pour cette anticipation, Adeline. Bonjour Nicolas, bonjour Sébastien. Bonjour Zaka, bonjour à toutes et tous. Bonjour. Alors, donc, sans tarder, hein, on va continuer donc, avec le deuxième, la deuxième partie du webinaire sur l'ingénierie de la construction. Donc, Olesio, donc au cabinet de Sébastien, donc, avait conduit cette étude, avait réalisé cette étude-là sur le secteur de l'ingénierie de la branche bureau d'études. Donc, je vous laisse partager et présenter les résultats de cette étude-là auprès de nos partenaires CPRE et CPNE. Merci. Merci. En tout cas, on est très content de pouvoir vous restituer l'étude. C'est page suivante. Tac. Donc, c'était une étude avec un périmètre assez large et un cadrage un peu original peut-être par rapport à d'autres études, puisque là, il s'agissait de faire un bilan, un panorama, en gros, général sur la prospective dans l'ingénierie de construction à horizon 2030. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées sur l'ingénierie de construction, que ce soit sur la MO, sur la biodiversité, sur le BIM, sur la commande publique, etc. Et du coup, chacun, en fait, propose des projections de besoins en compétences et en emploi qui sont spécifiques à ce facteur-là. Là, l'idée, c'était vraiment de dire, quand on échange avec un certain nombre de partenaires, écoles, avec l'État, avec des organismes de formation, avec Atlas, il faut qu'on ait une vision consolidée de quels sont les impacts principaux par métier
pour les salariés et puis par rapport à l'adéquation entrée-sortie dans le secteur. Alors, le secteur, dans son ensemble, l'ingénierie de construction, c'est 140 000 salariés. C'est à peu près la moitié, en gros, de l'ingénierie autonome qui est dans la branche pour un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards d'euros, pour donner un ordre de grandeur. Donc, sur ce côté, finalement, projection à 2030 et adéquation, c'est un peu le schéma de la balance qu'il y a à côté entre des postes à pourvoir et puis des ressources en main-d'œuvre. Donc, c'est l'exercice qui est mené par France Stratégie et le ministère du Travail, la DARES, tous les 8-10 ans, qui permet à l'ensemble des acteurs publics et privés d'avoir justement une vision un peu projetée sur un horizon prospectif comme ça de 5-10 ans. Donc là, l'ingénieur de construction avait décidé de faire la même chose, mais de manière du coup recentrée sur son secteur. Donc il y avait vraiment un gros enjeu important sur le chiffrage en fait des besoins en recrutement et le chiffrage en fait des cohortes, des populations qui peuvent intégrer le secteur pour voir si finalement on va avoir des tensions qui vont se renforcer ou se diminuer. Les facteurs d'évolution, on en parlera, mais en effet, ils sont très nombreux. Et c'est pour ça que généralement, on a des études au niveau de l'OPIEC qui viennent interroger un facteur d'évolution par rapport à un secteur. Là, l'originalité, comme je vous disais, c'est que finalement, il fallait adresser autant tout ce qui était nouvelles techno et donc des outils logiciels type BIM qui impactent les méthodologies aussi, tout ce qui est Smart City, IoT, tout ce qui va être intelligence artificielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, etc. On avait tout ce qui était environnemental avec la transition énergétique, la décarbonation de la construction, avec la biodiversité, avec la gestion des aléas climatiques. On a toutes les réglementations qui viennent aussi impacter le marché de la construction, les méthodes de construction et du coup les compétences et les emplois de la construction. Et puis, il y a des contraintes qui sont économiques, c'est-à-dire on a des dynamiques de commandes en fait, publiques et privées. On a des passations de marché qui évoluent dans leur forme aussi, qui vont avoir du coup des impacts sur les besoins quantitatifs et qualitatifs, parce que, par exemple, on va avoir plus d'évolution des infrastructures, de rénovation ou de restructuration et moins de construction neuve, par exemple. Et donc, en termes de marché, ça va avoir un impact sur les compétences à mettre en œuvre. Donc, il s'agissait ici vraiment dans ce projet de faire la synthèse de l'ensemble de ces travaux, internes à la branche et externes, qui viennent éclairer finalement sur le devenir des métiers et des emplois dans l'ingénierie de construction. Donc, les objectifs qui étaient fixés, c'était vraiment ça, c'était cartographier les différents facteurs, qualifier leurs évolutions et les impacts sur le marché d'ingénierie, évaluer les besoins en recrutement et les besoins en évolution de compétences des salariés en poste, confronter ces besoins à l'existant, c'est-à-dire au flux entrant, donc au vivier de recrutement potentiel, et puis à l'adéquation de l'offre de formation initiale et continue par rapport aux besoins. Et puis regarder finalement quelles étaient les pratiques et quelles étaient les attentes des jeunes pour savoir est-ce que finalement ils vont réellement concrétiser leur formation et s'intégrer dans l'ingénierie de construction et d'aménagement, ou est-ce qu'il y a un risque qu'ils aillent ailleurs. Et fort de cette confrontation entre les besoins et les viviers, de se dire quelles sont les priorités en matière de RH sur les salariés en poste et sur les futurs salariés de la branche. Voilà. Et donc, du coup, ça a été adressé en 3 phases, c'est assez classique. La première phase, elle avait pour objectif de quantifier et qualifier les besoins. Donc, c'est là où on disait quels sont les facteurs d'évolution, quel impact ça a sur les métiers. Donc, il y avait une fiche en fait par métier qui décrivait les impacts qualitativement et quantitativement. Ça a été fait sur la base de plein d'études prospectives qui étaient déjà publiées, dès lors qu'en effet, les facteurs d'évolution avaient déjà été adressés en fait par la littérature en France ou à l'étranger. Des analyses statistiques, de la modélisation pour les chiffrages, et puis des entretiens, mais qui étaient plutôt des entretiens de confirmation en fait au niveau d'experts ou de responsables RH des projections qui étaient faites dans les différentes études. La phase 2, c'est l'analyse de toutes les cohortes en fait de formation initiale notamment, l'enquête auprès de 400 jeunes en filière scientifique pour qu'ils expliquent comment ils perçoivent en fait l'ingénierie de construction d'aménagement et est-ce qu'ils ont envie d'y aller ou pas, vraiment.
l'analyse qualitative des formations et un benchmark européen sur voir comment les autres pays européens gèrent cette question-là par rapport à nous en France, et en quoi la France se singularise dans le paysage. Et fort de ça, finalement, il y a une phase de préconisation et de finalisation des livrables. Les livrables, c'est ceux que vous connaissez, qui sont classiques, le rapport complet, les essentiels et le format le plus concis à retenir, qu'on vous laissera découvrir sur le site de lopec.fr. Et du coup, dans un premier temps, le but, ça a été de faire voilà, une compilation de toutes les études qui ont été faites, donc entre autres, notamment par l'OPIEC. Donc, je pense à l'étude sur l'impact du changement climatique sur les métiers de l'ingénierie, à celle de la ville 21e siècle aussi, ou encore l'étude qui a été faite spécifiquement sur les métiers de l'AMO. Donc, on a pu regarder toutes ces études-là pour à la fois dégager des grandes tendances qui vont impacter les métiers d'ingénieur de construction, mais aussi les principaux facteurs qui vont impacter ça. Et ensuite, pour en déduire aussi des impacts aux compétences clés qui seront attendus à horizon 2030. Donc, comme l'avait dit Sébastien, il y a la question de la transition environnementale, la transition numérique, les évolutions réglementaires et les évolutions du marché de la construction, qui sont vraiment les principales tendances impactant les métiers à horizon 2030. Et dans chaque tendance, on a essayé de dégager les grands facteurs par tendance. Donc, on voit très bien que dans l'environnemental, ça va être la question de la décarbonisation de la construction, mais aussi l'adaptation au changement climatique, l'adaptation des villes aux nouvelles conditions climatiques, mais aussi pour remplir les objectifs un peu de consommation d'énergie, c'est comment on va développer des énergies qui sont aussi moins énergivores. Et donc, du coup, des nouvelles infrastructures qui vont être créées pour pouvoir répondre à ces besoins en énergie, parfois même aussi en autonomie française sur la question de l'énergie. Et la transformation des mobilités aussi, comment on adapte les villes à la mise en place de nouvelles, en tête immédiatement c'était la question des pistes cyclables, comment on adapte les villes à ces nouvelles mobilités. Donc à chaque fois, il y a les compétences clés qui sont analysées pour se dire par rapport à chaque facteur d'évolution, quelles sont les grandes compétences qui seront à développer dans le secteur avant de descendre au niveau du métier. C'est ça. Et pour chaque métier de l'ingénierie de construction, on a pu, alors dans le rapport, il y a une fiche pour chaque métier qui synthétise quelle va être la nature de l'impact, comment le métier va se transformer et quelle va être l'intensité du besoin en emploi. Et là, donc là, c'est vraiment des tableaux synthétiques qui permettent de montrer la graduation de l'impact des transitions sur le métier et la dynamique d'emploi. Si on doit dégager vraiment de grands groupes de métiers, il y aura dans l'étude de la conception de projet la question du BIM modeler et data scientist qui vont avoir une forte dynamique d'emploi à horizon 2030, notamment due à la transition numérique. Je pense à l'utilisation des IoT, de la ville connectée qui nécessite le recueil de données et sa modélisation aussi parfois en jumeaux numériques pour les BIM modelers et cette transformation-là. Donc il va y avoir des principaux besoins en emploi sur ces métiers-là en matière d'études et de conception de projet. Et deuxième gros groupe où il y aura un besoin en emploi, ça va être sur la coordination de projet, notamment sur les spécialistes en environnement et biodiversité, spécialistes géomatiques et spécialistes des constructions des pollutions, où là, ça va être des métiers qui vont être notamment impactés par la transition environnementale pour le spécialiste biodiversité, mais aussi par les impacts de la transition numérique. Notamment, là, je pense à la question de la cartographie et voire même du hors-site, construction hors-site pour la déconstruction et des pollutions qui sont aussi facilitées par ça. Et donc là, dans le rapport, l'idée, c'était vraiment par écart de travailler sur qu'est-ce qui change par rapport à la fiche métier actuelle. Donc, quelles sont les tendances, quels sont les impacts en compétences et quelles sont les dynamiques d'emploi, de sorte à ce que chacun puisse voir par écart quelles sont les nouvelles compétences à mobiliser ou quels peuvent être les métiers sur lesquels on peut avoir des tensions. Quantitativement, donc là, l'exercice, ça a été vraiment un exercice de modélisation. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a deux périodes en fait qui avaient été retenues avec le COPIL. Il y a la période 2023-2025 sur laquelle pesait en fait un certain nombre d'incertitudes. Le COPIL a souhaité qu'on soit assez conservateur sur les hypothèses. Ce qu'on anticipait, c'est que finalement même les phénomènes d'inflation qui étaient encore très importants en 2023, les institutions internationales et un certain nombre d'experts ont anticipé une baisse et on voit qu'on est à une projection de 2,5 d'inflation cette année et de 1,7 l'année prochaine. Donc on vient même sous les standards européens. Donc on a une inflation qui commence à être jugulée. Donc on est plutôt en avance par rapport à la perspective qui avait été retenue dans l'étude. Et en tout cas, une seconde phase qui est plutôt de 2026 à 2030 avec on va dire des contraintes économiques qui pèsent sur les collectivités, qui pèsent sur les acteurs et qui pèsent sur les investissements qui se réduit. Ceci étant dit, du coup, quand on fait le cumul des projections de besoins en emploi, on arrive à 30 000 recrutements réalisés.
il se scinde en un tiers qui sont des départs à la retraite. Donc là, c'est quand on analyse la pyramide des âges au sein de l'ingénierie de construction, bah, on fait une projection, on vieillit en fait la population et on regarde combien sortiront de la pyramide. Et avec la réforme des retraites, et il y a 20 000 créations nettes d'emplois, et c'est sur celle-là où la projection est plutôt conservatrice avec le copier. Alors pourquoi elle est conservatrice? Parce que quand on prend en fait les hypothèses du coup qui ont été retenues avec le comité de pilotage, on arrive à une hypothèse sur la période 2023-2025 de 0,7% net de croissance annuelle d'emplois pour l'ingénierie de construction. 0,7%, c'est extrêmement faible en fait, parce que 0,7%, c'est la création nette d'emplois de l'économie française. En moyenne, en France, destruction et création confondues, on est à un solde de plus 0,7% par an. Ce qui veut dire que sur la période 2023-2025, l'hypothèse qui a été retenue, c'est d'être pile dans la moyenne. Alors certes, on a une crise sur une partie de la construction et des investissements, mais du coup, on voit que c'est extrêmement faible parce que quand on regarde sur la période 2007-2022, malgré en fait la crise de la dette, malgré la crise financière en 2007, malgré la crise Covid, on a une moyenne de 3,1% création nette d'emplois dans l'ingénierie. Donc on voit que finalement, si on avait tiré les courbes, on serait au-delà en fait des 30 000 recrutements parce qu'on serait au-delà des 20 000 créations nettes d'emplois. Ceci étant dit, déjà avec 30 000 créations, besoins en recrutement, on n'y est pas. C'est-à-dire que quand on fait la somme en fait, des mobilités qui pourraient venir vers la branche et du flux de jeunes diplômés, on a un déficit à niveau Bac plus 5 de 4 500 à 7 000 recrutements selon l'hypothèse haute ou moyenne ou faible de croissance. Et de 400 à 650 déficits de recrutement. Donc, recrutement ne pourrait pas être réalisé sur des niveaux Bac plus 2, Bac plus 3. Alors, on a fait la projection, parce que le COPIL nous l'a demandé, en impact économique. Donc là, c'est un manque à gagner, en fait. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que c'est des travaux, en fait, que projette l'État ou les acteurs privés par rapport à leur plan d'investissement qui ne pourront pas être réalisés, finalement, faute de salariés du côté de l'ingénierie de construction. Ce qui souligne que, finalement, tout investissement aujourd'hui dans tout ce qui est promotion des métiers ou dans tout ce qui va être encouragement de la formation initiale ou des reconversions sont largement financés par le manque à gagner potentiel du manque de personnel. Et du coup, une fois qu'il y a ce constat-là et de cette prévision de manque, c'était aussi la question pour nous en jeu d'aller interroger les étudiants et de savoir voilà, comment ils se positionnaient aujourd'hui vis-à-vis de l'ingénierie de construction, quelles pouvaient être éventuellement après les pistes pour améliorer ce positionnement-là. Et donc, du coup, on a mené une enquête auprès de 400 étudiants de filières scientifiques, donc écoles d'ingénieurs, mais aussi universités et autres écoles, sur voilà, leur perception de l'ingénierie de construction. Et quand on leur demande, quand on leur pose la question dans quel secteur envisageriez-vous de travailler après vos études, il y en a un petit peu moins de la moitié, mais qui arrivent en deuxième, de personnes qui se disent prêts à travailler dans l'ingénierie de construction ou d'aménagement. Donc c'est déjà voilà, ça montre qu'il n'y a pas un rejet de ce secteur-là par les étudiants, que c'est même plutôt un secteur qui est apprécié, et notamment comme facteur qui est perçu comme avantageux dans l'ingénierie de construction, ça va être la rémunération pour 53% des répondants qui souhaitent y travailler. Donc voilà, c'est ce qu'ils perçoivent eux comme l'avantage de l'ingénierie de construction. En revanche, quand on les interroge ensuite, les personnes qui s'y projettent, quand on leur demande, mais du coup, est-ce que vous savez citer une entreprise d'ingénierie de construction ou un métier d'ingénierie de construction, il y en a seulement 60%, pardon, qui ne savent pas donner un métier ni une entreprise d'ingénierie de construction. Donc, à la fois, on voit cet intérêt pour la filière, on voit l'a priori positif. L'a priori positif pour la filière, mais quand on les interroge, en fait, il y a une vraie méconnaissance de la filière, parce que, voilà, ils ne savent pas, pour dire les réponses, il y avait des confusions avec des entreprises de BTP et des entreprises de l'industrie. Donc, il y a un peu cette difficulté à percevoir ce que c'est l'ingénierie de construction par les étudiants. Ils le mettent dans un grand ensemble, en fait, R&D. Mais pas comme des entreprises indépendantes d'ingénierie, en fait. Le secteur en tant que tel n'est pas identifié par, en gros, 2 étudiants sur 3 qui pourraient être intéressés dans la filière scientifique. On s'est aussi intéressé dans un second temps sur les formations et comment elles étaient couvrantes des besoins en compétences qu'on avait pu identifier en phase 1. Et c'est vrai qu'on voit que le plus grand écart entre les besoins en compétences, enfin les compétences non couvertes, ça va être sur la question des compétences liées à la transition numérique, qui s'explique par, ou du moins des retours qu'on a pu avoir, c'est aussi des programmes qui peuvent être, une intégration des enjeux numériques à 3 niveaux, un peu dans les formations. Ça peut être un premier niveau où c'est pas du tout abordé,
dans certaines formations. Dans d'autres formations, ça va être un module à part entière du cursus, par exemple sur le BIM, un module à côté sur le BIM, mais pas du tout. Il y a une formation sur un logiciel donné, mais décorrélé en fait finalement des projets d'application ou des autres disciplines en fait. Et enfin, un peu la formation où vraiment l'outil est complètement intégré au cursus et aux autres disciplines, ce qui permet vraiment de se l'approprier. Donc, ce qui montre que là, on est sur cette question de transition numérique, un grand écart par rapport à ce qui est aux besoins en compétences et ce qui est appris en formation. Et sur la transition environnementale, on voit aussi un écart, parce qu'il y a 60% des formations qui ne sont pas couvrantes ou qui ne couvrent pas une des compétences attendues. Alors, dans les formations, il y a beaucoup de sujets sur la question de l'environnement. En revanche, c'est parfois une partie des sujets ou traités aussi de façon très, très légère et pas assez en profondeur par rapport aux besoins en compétences aujourd'hui du secteur. Et ce qu'on voit de manière générale aussi après en formation continue, c'est que sur ces sujets, il y a des difficultés à le couvrir par l'offre de formation. Et dès on arrive sur des sujets pointus, que ce soit en transition numérique, en transition environnementale, sur l'économie, par exemple, de la construction, etc., on passe la main à une formation interne. C'est des experts, finalement, qui organisent le transfert de compétences. Ce qui est problématique parce qu'on a quand même un écosystème qui est essentiellement de TPE-PME et du coup, ça pose une question sur l'acquisition de ces nouvelles compétences. Donc, on a particulièrement étudié la couverture par les actions collectives de l'OPCO Atlas pour regarder si justement il y avait bien couverture. Globalement, à part sur la transition environnementale ou sur des aspects plus techniques de conception, en fait, il y avait des manques. C'était assez couvrant, donc c'était intéressant. En revanche, c'est assez peu consommé, ce qui souligne plutôt soit une question d'appétence, soit une question de connaissance, de compréhension de la réalité de cette offre. Et enfin, dernier élément pour nous de piste de réflexion, c'était la question de faire un benchmark européen et de comparer un peu la France et la filière scientifique et l'orientation vers l'ingénierie de construction par rapport à d'autres pays européens. Ce qui est intéressant d'observer, c'était que la France, malgré le fait, alors là je mets en négatif, mais malgré le fait que ce soit le deuxième pays en termes de volume d'étudiants, simplement le 9e que le 9e pays européen en taux d'étudiants inscrits en filière scientifique, avec 23% des étudiants qui vont en filière scientifique. Donc ça le place en 9e position, donc un peu au milieu de l'Union européenne. Et quand on observe les raisons de cet un peu désaveu, ou du moins cette difficulté à aller en filière scientifique, on a eu pas mal de retours sur la question notamment de la réforme du bac, avec le choix des filières qui fait qu'aujourd'hui, il y a moins de gens qui s'orientent vers le cursus ingénierie au niveau du bac, que par ailleurs, encore moins de femmes, que ça crée encore une plus grande inégalité femmes-hommes dans l'accès à ces formations-là. Et un autre élément qui est important par rapport aux autres pays européens, c'est la construction du cursus. En France, on a beaucoup de cursus qui sont à Bac plus 5 et peu de cursus qui sont à une échelle Bac plus 2, Bac plus 3. Ce qui est une vraie particularité, puisqu'on est le seul pays avec la Suède à avoir du coup un volume d'étudiants en niveau Bac plus 4, 5 bien supérieur au niveau de filière scientifique de Bac plus 2, 3. Ce qui montre que voilà, c'est un engagement déjà, aller vers l'ingénierie, c'est un engagement vers des études qui sont très longues et qui du coup peuvent déjà décourager après même le bac certains étudiants. Du coup, ça crée un phénomène d'autocensure en fait au post-bac. Là où dans d'autres pays, finalement, on a une acceptation beaucoup plus large, on a beaucoup plus de cursus et on a un entonnoir en fait. Là où nous, on a vraiment un sablier où c'est soit on choisit globalement en sortie de bac d'aller directement sur un cursus ingénieur bac plus 5 scientifique, soit on n'y va pas et du coup, ça occasionne une grosse déperdition qu'on ne rattrape plus après parce qu'on n'a plus les filières qui peuvent alimenter ces cursus. Alors, tout ça, en fait, ça donne lieu à un certain nombre de préconisations qui portent sur les formations initiales, sur les reconversions et sur la formation des salariés en poste. En gros, sur la formation initiale, on voit qu'il y a une vraie carence en fait de présentation des métiers, des parcours dans le supérieur. Donc, on voit que l'État en fait a rendu obligatoire la découverte des métiers dès la 5e en septembre 2023. En revanche, dans tout ce qui est supérieur, on reste avec très peu en fait de modules qui présentent en fait ça et qui donnent la possibilité de découvrir les structures et les métiers de l'ingénierie de construction. Donc il y a des préconisations là-dessus. On voit qu'il y a des initiatives de stages d'enseignants dans des entreprises d'ingénierie qui sont extrêmement positives, à la fois pour ajuster les programmes derrière et aussi pour en faire des ambassadeurs en fait, de l'ingénierie. Donc ça, il y a une préconisation là-dessus. Il y a tout ce qui est reconversion ou formation en alternance. Comme on le soulignait, on voit qu'il y a un déficit sur Bac plus 2, 3 et
et des inégalités finalement d'orientation, des biais d'orientation importants à Parcoursup. Donc il y a vraiment une question d'encourager en fait tous les parcours en alternance qui mènent vers des cursus Bac+2/3. Il y a des initiatives en ce sens dans la profession, donc vraiment encourager. Et puis des reconversions, en fait, beaucoup nous ont dit, mais l'ingénierie, c'est un secteur et c'est des métiers qui peuvent accueillir des non-ingénieurs, en fait, des non-scientifiques, des non-ingénieurs, ça peut être des scientifiques, mais par exemple, elle nous disait, voilà, des sociologues pour faire de la médiation dans le cadre de révision de plans urbains, etc., de travaux, ça peut être intéressant. Des géographes pour aller vers de la géomatique, ça peut être intéressant. Et il sortait plein d'exemples en disant, finalement, on pourrait en fait prévoir et encourager les mobilités de publics comme ça qui pourraient intégrer le secteur. Sur la formation des salariés, donc il y avait ces questions des modules techniques environnementaux qui ont été décrits. Les professionnels en fait encourageaient aussi parce qu'ils disaient voilà, nous on s'auto-forme beaucoup aussi et du coup on manque parfois de ressources qui présentent les ouvrages du quotidien. Donc c'est-à-dire comment en fait on a réhabilité une crèche en fait pour la remettre aux normes en accessibilité, en consommation énergétique, etc. Et donc faire en fait des témoignages comme ça de rénovation, de restructuration autour d'ouvrages classiques, mais qui mobilisent en fait l'animation numérique, environnementale, etc. C'est des choses qui avaient été soulignées. Et quelque chose qui émergeait aussi, qui était, je trouve intéressant, c'était de dire, encore une fois, l'offre Action Collective Campus Atlas, elle est assez couvrante, mais elle est assez peu consommée. Et on voit qu'en fait, il y a un peu un grand écart entre des études comme celle-là, par exemple, qui vont présenter un certain nombre de constats pour les professionnels, et l'accès en fait à ces formations. Et qui manque un peu l'étape intermédiaire pour faire vraiment une synthèse qui dit, ben voilà, vous vous interrogez sur votre secteur, sur votre métier, ben, les grandes tendances, c'est ça, ça peut vous impacter comme ça, et à chaque fois, l'offre Action Collective qui adresse ça, c'est celle-là. L'offre Action Collective qui adresse ça, c'est celle-là. Et pour donner en fait envie en fait d'aller, de se renseigner, de s'inscrire dans ces formations, parce que vraiment, pour le coup, elles sont pour l'ingénierie de construction relativement couvrantes au regard de l'ensemble des études qui ont été réalisées récemment. On voit que derrière, il y a bien eu une forme de mise en adéquation. Alors, on a peut-être un peu dépassé, mais ok. Super. Merci beaucoup pour cette très intéressante présentation. Donc, les questions sont ouvertes. N'hésitez pas à poser des questions, commenter, contribuer, voilà, Oui, réagir. j'avais une question, ça a été vite fait évoquer, sur l'impact du sexe entre les hommes et les femmes dans cette filière. Est-ce que les femmes ne sont pas encore plus enclines à ne pas y aller? Parce qu'il y a le mot construction dedans qui est comme moi, je fais référence, quand je pense à ingénierie de la construction, je pense à BTP, tout ça. Et donc, est-ce que les femmes n'ont pas encore moins tendance à aller dans ce secteur que dans d'autres qui seraient plus industrie ou autre chose? Alors, on ne l'a pas vu particulièrement entre construction et industrie. On voit qu'en effet, il y a un déficit important en fait dans le secteur et qui est directement lié en fait au déficit qu'il y a dans les formations. C'est pour ça que c'était évoqué là. C'est que finalement, alors je sais plus, je n'ai pas le chiffre exactement en tête, mais en gros, vous allez avoir 23-24% de femmes en fait dans les cursus scientifiques et vous en avez 30% dans la profession. Ce qui veut dire que finalement, elle capte au-dessus de son poids en fait dans les cursus. Donc, elle arrive finalement à capter un peu plus. Mais en fait, le déficit dans les formations est tel en sciences que c'est très compliqué de le rattraper derrière à l'insertion professionnelle. Et en effet, la réforme du bac, comme l'évoquait Nicolas, avec l'ouverture à plein d'options comme ça différentes et quelque chose de moins caricatural que ce qui était fait avant, bah, a priori, pour l'instant, les premiers résultats semblent souligner que ça a apporté encore un coût additionnel finalement à l'orientation dans l'absolu à la recherche scientifique, mais en particulier des femmes. C'était plutôt contre-productif, a priori, en effet. On a, Ludovic à nouveau, on a la filière du nucléaire qui va demander beaucoup de main-d'œuvre en ingénierie et notamment en ingénierie du bâtiment. Est-ce que dans votre étude, vous avez intégré cette filière ou pas? Alors, du
coup, c'était traité en termes d'analyse sur les tendances, puisqu'on a la tendance rénovation énergétique. On avait pris en gros en fait, ça s'est vu avec les programmes, les nouveaux EPR, si je me trompe plus dans le terme, sur la création de ça. Après, on n'a pas une visibilité sur le nucléaire, combien de métiers ça va. En fait, il y avait une étude en fait, de l'OPIAC qui adressait la question énergétique, et du coup, en effet, c'est les résultats de cette étude qui ont été pris en compte. Après, il se trouve que j'ai pu travailler en effet sur la partie nucléaire avec l'Université des métiers du nucléaire, donc en fait, ça me parle bien. Alors après, on pourrait aller plus finement en effet pour aller dans votre sens, parce qu'il y a beaucoup de choses en parallèle. Alors, c'est ça que c'est la complexité, c'est que même eux, c'est-à-dire quand on discute avec le bâtiment et qu'on discute avec le nucléaire, sur le génie civil, le nucléaire anticipe un besoin en recrutement qui est fait x12 par rapport à son rythme actuel, en gros. Sauf que quand on discute avec le bâtiment, eux nous disent, ouais, mais il y a quand même beaucoup de grands travaux, comme par exemple beaucoup de grands travaux dans le Grand Paris, les tunneliers, etc., qui s'arrêtent à la fois en même temps. Et donc, il y a des transferts un peu sectoriels qui sont en train de s'organiser. Donc voilà, mais oui, ça a été intégré dans le sens où il y avait une étude de l'OPIAC également qui adressait cette question de la transition énergétique. Ouais. Et qui intègre du coup les infrastructures nucléaires et les constructions neuves. La question du nucléaire et notamment la construction des EPR qui commence déjà par une phase de construction et après une phase d'ingénierie au niveau du cœur des réacteurs et puis du métier du nucléaire, va poser la question de la formation continue et du transfert de compétences d'un certain nombre de salariés sur laquelle il va falloir que la branche se penche de manière assez rapide. Alors après, ça, c'est des questions qu'on peut poser au niveau national, mais qu'on doit aussi poser au niveau des régions. Les régions sur lesquelles les constructions vont se réaliser, mais pas que, parce que je pense que quand il y a une construction qui se réalise, par exemple dans le Rhône, on aura des ingénieurs de partout qui vont venir faire des plans, faire un certain nombre de choses. Ce n'est pas des compétences qui sont que locales, quoi. Ouais, mais complètement, et du coup, alors du coup, on n'a pas fait de tour de table, mais donc je sais pas de quelle organisation vous venez, mais il y a justement sur cette question du nucléaire et du ferroviaire et de l'hydrogène, il y a un projet en fait de réponse à EMI-CMA, donc c'est appel à manifestation d'intérêt, compétences et métiers d'avenir, justement pour essayer de capter des fonds publics pour augmenter le volume de personnes qu'on pourrait former au sein de la filière, des experts avec une teinte en fait nucléaire ou une teinte ferroviaire ou une teinte hydrogène, étant perçus comme les cursus sur lesquels on a des déficits. C'est-à-dire que du coup, il y a une analyse qui avait été faite dans un diagnostic AMI-CMA par l'ingénierie. Alors plus sur le volet du coup industriel, mais il y avait en fait en effet la partie infrastructure, la partie bâtiment dans le côté industriel, du coup dans le nucléaire. On a pu cartographier, en fait, cette étude en tout cas cartographiait les formations et les besoins, et en particulier sur ces trois champs-là, ferroviaire, nucléaire et hydrogène, vous voyez qu'il y avait un écart entre la réalité des formations et les besoins. Donc il y a bien un sujet là-dessus, du coup qui est en train d'être adressé notamment par cette ambition d'AMI-CMA sur un volet formation. D'accord. Merci. D'autres questions? Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous propose qu'on libère Olesio, donc Sébastien. Merci beaucoup, Sébastien et Nicolas. Ça marche, merci Baga. Bonne continuation de restitution d'études et puis à bientôt, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Adeline, je te laisse conclure, du coup. Oui, merci à tous donc d'avoir participé à cette restitution d'études. L'idée, c'est d'être sur
un rendez-vous mensuel, comme je vous disais tout à l'heure. On est à la 3e restitution et on aimerait donc en faire aussi une habitude. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, la prochaine restitution aura lieu le 19 juin. Avec donc 2 études présentées, toujours sur le même format. La revue du référentiel métier de l'OPIEC, qui a été menée par Gwenaëlle Deveau, et puis toutes les transformations et les mutations qui ont lieu sur les métiers transverses, donc études que j'ai moi-même pilotées, donc les métiers transverses classiques, hein, RH, paye, qualité, voilà, voir comment tous ces métiers vont évoluer dans les mois et les années à venir. Donc, on vous attend bien évidemment avec grand plaisir dans un mois avec donc comme d'habitude une restitution 20 minutes et 10 minutes de questions. Parfait. Et vous recevrez comme d'habitude une invitation Teams pour se connecter. Juste les présentations qui nous ont Ah, ça a coupé. On ne vous entend plus, Joël. été faites. Joël, juste, on ne vous a pas entendu. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question? Alors, c'est pas moi qui ai parlé. Mais ah, pardon, Joël, je pensais que c'était vous. Ah non, c'est Ludovic. À nouveau, C'est Ludovic. je voulais juste savoir si on aurait les supports à disposition. Oui, bien sûr, on va vous envoyer les supports. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, vous avez raison de le préciser. On vous enverra les supports et l'enregistrement. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. Bon après-midi. Bon après-midi. Le 19 juin, ce sera l'après-midi. On garde le même horaire, c'est ça? Oui, a priori, on garde toujours le même horaire, 14h-15h, pour plus de simplicité. Ça marche. D'accord, merci, bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.